Cap sur la transition, on s'intéresse aux politiques publiques environnementales. Bienvenue dans le podcast de l'IDRI. La science est bien souvent malmenée ces derniers temps, un phénomène accentué par les offensives du président américain Donald Trump depuis son retour au pouvoir, contre l'environnement bien sûr, mais plus généralement contre la science tous azimuts, les vaccins, la santé, bref, les faits scientifiques en la vie dure. Néanmoins, les grandes négociations mondiales pour la protection de l'environnement sont toujours éclairées par des scientifiques qui font le tour de l'état des connaissances sur tel ou tel sujet pour donner des éléments de compréhension aux négociateurs et aux politiques et les guider dans leurs décisions. Le plus connu de ces groupes, c'est évidemment le GIEC, qui travaille sur le climat et ses impacts. Un autre panel scientifique vient d'être créé pour traquer les pollutions et les déchets. Son nom, sous forme d'acronyme, est un peu imprononçable. Certains l'appellent déjà le panel chimie. Il est en train de se mettre en place. Et ce sera donc le troisième groupe d'experts intergouvernemental de ce type, car il existe aussi depuis 2012 l'IPBES, 5 lettres IPBES, consacré à la biodiversité. Cela fera donc bientôt 3 panels d'experts pour les 3 crises environnementales planétaires qui sont liées: climat, biodiversité et pollution. Aujourd'hui, c'est l'IPBES qui nous intéresse. Ce panel d'experts sur la biodiversité se réunit début février 2026 à Manchester au Royaume-Uni pour sa session plénière, et c'est l'occasion dans ce podcast d'observer quel est le rôle de la science dans la décision politique. On le fait avec 2 témoins très bien placés pour analyser ce rôle. Vous allez entendre Basile Van Havre, qui a carrément dirigé les négociations du cadre mondial de la biodiversité il y a quelques années, et Agnès Allosri, qui dirige le programme biodiversité à l'IDRI. C'est parti. Bonjour Agnès. Bonjour. Je propose qu'on commence par un rapide historique sur l'IPBES, son origine, son fonctionnement, et puis peut-être d'abord, ça veut dire quoi, l'IPBES? Oui, donc l'IPBES, c'est l'acronyme en anglais. En français, c'est la plateforme intergouvernementale scientifique et politique pour la biodiversité et les services écosystémiques. Voilà, donc on Ok. dira l'IPBES à partir de maintenant. Donc c'est une plateforme qui a été créée, formellement en 2012 après quelques années de consultation avec l'ensemble des États, la communauté scientifique et cetera, dans le but de venir appuyer les conventions internationales qui traitent de la biodiversité. Et ces conventions-là, elles prédatent, certaines de beaucoup l'IPBES puisque, les premières sont apparues, dans les années 60, enfin fin des années 60, début des années 70, consacrées à certains enjeux comme, la régulation du commerce d'espèces menacées d'extinction, comme la protection de certains milieux particuliers, comme les zones humides, la protection de certaines espèces, comme les espèces migratrices. Et puis, il y a eu en 1992 la Convention sur la diversité biologique, qu'on appelle parfois la CDB, qui est une des 3 grandes conventions de Rio avec la Convention climat et la Convention sur la désertification. Donc l'idée, c'est que l'IPBES vienne appuyer la bonne mise en œuvre de l'ensemble de ce paysage politique déjà assez bien chargé côté, biodiversité. Qu'est-ce que ça amène en plus à ce paysage qui était déjà finalement pas mal occupé, tu viens de le dire? En fait, c'est de renforcer la dimension scientifique pour, appuyer les travaux de ces conventions. Alors, elles n'étaient pas complètement déconnectées de la science. Il y avait déjà des experts qui s'impliquaient auprès de leurs délégations nationales, auprès des secrétariats des conventions. La plupart ont des organes, dédiés aux questions scientifiques et techniques, hein. À la CDB, c'est le cas. C'est un organe qui se réunit 1 à 2 fois entre chaque, COP, entre chaque conférence des parties, pour venir donner des éléments qui doivent Mmh. venir nourrir la décision. Mais dans le cadre de ces conventions, il y avait des limites assez importantes au travail que pouvaient accomplir les scientifiques. D'abord, des limites humaines, parce qu'en fait, c'était des petits groupes d'experts, souvent des écologues très spécialistes aussi des sujets, alors que l'IBES a vraiment une vocation pluridisciplinaire pour aussi traiter de tous les sujets sociétaux. C'est lié aussi à l'évolution de la science, hein. On sait, que, ben, depuis les années 70, on n'est plus que sur, comment ça fonctionne une Mmh. plante. C'est comment ça fonctionne une plante, quels services elle rend aux sociétés, comment ça impacte les sociétés. Et donc ces scientifiques, ils sont plus nombreux et ils se parlent? Oui, Ils travaillent ensemble? ils se parlent, ils travaillent ensemble et il y a aussi une forme peut-être, d'indépendance qu'on peut mettre en avant, puisque si vous êtes des scientifiques qui travaillez dans le cadre d'une convention, c'est pas le travail de la science qui manque d'indépendance, c'est ce que les politiques en font derrière. En fait, la ce qu'ils demandent aux scientifiques de leur dire, c'est comment prendre une décision et la manière dont les politiques vont traiter cette, information scientifique, ça va être vraiment dans l'optique
par exemple d'une COP, d'une conférence des parties. L'IBES, c'est pas un organe décisionnaire. L'IBES dit: «On fait l'état des lieux de la science, ça nous dit ça. Après, c'est à vous d'en faire ce que vous voulez». Donc il y a une forme d'indépendance par rapport, aux conférences internationales. Voilà, justement, est-ce que tu peux nous expliquer, Agnès, comment ça s'articule dans le processus de décision, finalement? Oui, alors on trouve des États qui sont membres de l'IBES, hein, il y a aujourd'hui à peu près 150 États à l'IBES. Il y a les États qui sont, membres des conventions, ce sont les mêmes, mais ils vont avoir 2 casquettes différentes. À l'IBES, ils disent: «J'ai un sujet, j'ai besoin d'informations scientifiques sur», bah, par exemple, le premier sujet de l'IBES, c'était les pollinisateurs. «J'ai besoin d'avoir un état des lieux de, ce qui pose problème pour les pollinisateurs et de ce qu'on peut faire pour, résoudre ces problèmes». Ils commandent ça à l'IBES. L'IBES prépare son rapport. Ensuite, les décideurs doivent se saisir des conclusions de l'IBES pour pouvoir agir au niveau international et puis après, à d'autres échelles. Par exemple, dans le rapport, de l'IBES sur les pollinisateurs qui est sorti en 2016, bon, bah, ils ont pu établir par le consensus, de milliers de références scientifiques que oui, les pesticides, c'est néfaste pour les pollinisateurs et qu'il existe des solutions, pour en mentionner qu'une, la gestion intégrée des ravageurs. Ils s'arrêtent là. Ils citent les solutions, mais ils ne sont pas prescripteurs, les experts de l'IPBES, c'est ça? C'est ça, ils donnent, des exemples, ils donnent des éventails d'actions, des Mmh. panels d'actions et après ce que fait la convention sur la diversité biologique, elle dit: «Je prends note du rapport de l'IPBES et qu'est-ce que je fais en tant que conférence des parties? Eh bien, j'encourage l'ensemble des États membres à prendre des mesures pour réduire les pesticides». Mmh. Donc on voit la différence entre l'IPBES qui dit: «Les pesticides, c'est néfaste» et la CDB qui dit: «Il faut qu'on réduise les pesticides». Chacun son job, quoi. Exactement. Alors les experts de l'IPBES fournissent des rapports régulièrement, mais il y en a un en particulier qui a été très important en 2019. Oui, c'était, ce qu'on a appelé, l'évaluation mondiale de la biodiversité et des services écosystémiques et il a été important notamment parce que, c'était la première fois depuis, le milieu des années 2000-2005 qu'on avait un état des lieux complet sur l'état de l'érosion de la biodiversité et des écosystèmes et donc ça a permis de remettre sur le devant de la scène, politique, je pense qu'on peut le dire comme ça, les questions, de perte de la Mmh. biodiversité. C'était une plénière qui a eu lieu en France, les auteurs ont été reçus à l'Élysée, ils ont été audités, au Congrès, américain, donc les experts ont vraiment qui ont participé à ce rapport et même toute la communauté de scientifiques, sans contribuer directement, mais qui a vu l'ampleur des messages portés, a pu ensuite diffuser, ces messages-là. Ça a été un point de bascule aussi pour la manière dont il a été utilisé? Oui, parce qu'il a été assez structurant, dans la manière dont, les politiques, ont ensuite pensé leur stratégie pour la biodiversité et notamment dans le cadre, de la convention sur la diversité biologique puisque c'est arrivé au moment où on s'apprêtait à négocier, un nouveau cadre mondial, de nouveaux objectifs à 2030, certains même à 2050 et donc en fait l'IBES a irrigué ces réflexions-là. C'est ce qu'on appelle le cadre de Kunming-Montréal, c'est ça? Oui, on l'a appelé, donc cadre de Kunming-Montréal parce qu'il a été adopté, au Canada, mais sous présidence, chinoise, puisque les Chinois ne pouvaient pas organiser, la COP à cause des mesures, contre la Covid. Mais ce cadre, on voit la marque de l'IBES derrière, parce qu'en fait, dès les premières trames, dès les premiers jets, on a utilisé un petit peu le squelette de ce rapport mondial de l'IBES. D'abord parce que l'IBES a très bien mis en avant ce qu'on appelle les 5 facteurs de pression, sur la biodiversité, c'est-à-dire le changement d'usage des terres et des mers, quand vous convertissez un espace naturel, la pollution, le changement climatique, les espèces exotiques envahissantes et la surexploitation des espèces. Et donc dans un premier ensemble, d'objectifs et de cibles qu'on doit atteindre à 2030, eh bien, on trouve des réponses précises à l'ensemble de ces facteurs de pression. Et pour rester sur notre exemple des pesticides, par exemple, la cible 7, elle correspond à la réduction des pollutions et ça dit qu'il faut réduire de moitié le risque posé par les pesticides et les produits chimiques particulièrement dangereux. Donc, on a tout ce volet sur les pressions. Ensuite, on a un deuxième volet qui concerne tout ce qui est optimiser, valoriser ce qu'on appelle les contributions de la nature aux populations, c'est-à-dire en fait les services que les écosystèmes nous rendent. Et ça, c'est quelque chose que l'IBES a aussi énormément travaillé.
Il y a des questions, d'équité, d'accès à la nature aussi, hein. Il y a une cible, par exemple, sur, le rôle des espaces verts en ville pour, la santé, le bien-être et cetera. Donc ça, c'est un autre ensemble de cibles qu'on trouve dans le cadre mondial et puis, il y a les cibles sur les moyens de mise en œuvre. Donc, comment en fait, on fait en sorte que les politiques soient bien alignées? Comment on fait en sorte que tous les segments de la population, y compris, les communautés autochtones et locales, les femmes, les jeunes contribuent et bénéficient à la protection de la biodiversité et tout ça, l'IBES, ce sont des sujets qui sont abordés dans les rapports. Voilà, et sur lesquels l'IBES a fourni des données scientifiques consensuelles indéboulonnables. Alors justement, comment, les négociateurs de ce cadre de Kunming-Montréal se sont-ils servis de ce très complet rapport d'évaluation fourni par les scientifiques de l'IPBES? J'ai posé la question à celui qui dirigeait à l'époque ces discussions entre 2018 et 2022, le négociateur en chef, qui est aujourd'hui conseiller de direction à l'IDRI, Basile Vanavre, qui m'a répondu depuis le Canada. Sans aucun doute, hein. La science a été un élément central de la négociation et elle a été un élément central, je dirais, dans 3 périodes différentes. En amont, le rapport de l'IPBES qui était la base, qui a été écrit dans les textes. Dans mon mandat, c'était très clair. J'étais basé sur la science et ça a été essentiel parce que ça me permettait de limiter les débats, de dire: «On ne revient pas sur l'IPBES». Ça, c'était une chose. La deuxième période, c'est quand on a fait toutes les consultations thématiques. Donc on a demandé aux pays de venir nous expliquer qu'est-ce qu'ils voulaient comme cible pour la protection du territoire, de nous parler de leur expérience et de nous envoyer leurs experts scientifiques. Et notamment, je me souviens très bien d'une experte russe qui nous a dit: «Ben, moi, j'ai fait le travail d'échantillonnement, de voir qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir une représentation normale des différents écosystèmes». Et elle arrivait au chiffre de 28 qui est très proche du 30 qui a été finalement adopté. Donc évidemment, ça a donné un crédit à tous les gens qui voulaient pousser pour la solution 30 par 30. Donc dans cette deuxième phase où on était tous ensemble, on a vu un poids de la science qui était relativement important. Il y a eu après ça une troisième phase, quand on est arrivé à la négociation du texte. Et là, j'ai pu compter sur l'appui en toute discrétion d'un groupe de scientifiques. C'était très difficile pour l'IPBES de m'appuyer officiellement parce qu'ils ont un processus de planification, mais ces gens, au niveau individuel, ont été uniques et importants dans la négociation et dans l'écriture du texte. Je pouvais leur demander: «Je voudrais une note de 2 pages sur la question des pesticides». Et je me souviens très bien d'avoir dit: «Je suis désolé, mais j'ai besoin de la note le 26 décembre», et la note est arrivée le 26 décembre. Et c'est des gens que j'ai jamais pu remercier officiellement parce que c'est un travail qui était totalement officieux et en coulisses. La communauté scientifique est restée extrêmement mobilisée jusqu'à la dernière heure. Je pouvais les appeler au milieu de la nuit s'il fallait pour leur demander de valider un mot sur les pesticides et cetera, et j'avais toujours une réponse, rapidement. Il y a des mots, il y a des façons de faire qui sont les prérogatives des négociateurs, mais la science était ce qui nous guidait et permettait de limiter la marge de manœuvre des autres. On a eu une certaine chance, la négociation devait prendre 2 ans. Le covid est arrivé, on a eu 2 ans supplémentaires qu'on a utilisés pour, alimenter le dialogue avec de la science. Donc c'était extrêmement compliqué pour un négociateur d'aller se mettre, de biais vis-à-vis d'une expertise reconnue, par la communauté. Agnès, ça te parle tout ce que vient de raconter Basile? Oui, tout à fait et je trouve qu'il apporte une, nuance importante, enfin ou plutôt un complément important sur, le rôle entre, l'IBES et la Convention sur la diversité biologique, par exemple. C'est que, une plateforme comme l'IBES, comme le GIEC, comme le Panel Chimie, ce sont des institutions, donc elles ont un mandat, des procédures. Mais en fait, il y a aussi toute une culture d'implication des scientifiques dans la décision politique qui se crée via, les travaux que les chercheurs peuvent effectuer à l'IBES et donc tous ces échanges personnels, que Basile évoque, avec, des scientifiques qui ont lieu aussi dans les négociations, hein. Enfin, les négociateurs, ils vont aussi se tourner vers leurs scientifiques qui ont participé à l'IBES pour dire: «Est-ce que Mmh. ça, c'est une bonne idée pour le cadre mondial?» et cetera. C'est très précieux et ça, l'IBES ne peut pas le faire parce que justement, dans cette répartition des rôles dont on a Mmh. parlé au début, c'est hors de son mandat. En revanche, la culture scientifique et la discussion avec les politiques qui s'ensuit, elle est très importante aussi. Et importante notamment, dans l'élaboration, des politiques. Et justement,
Le cadre mondial de Kunming-Montréal a fourni donc des objectifs à atteindre, ces fameuses cibles. Est-ce qu'ensuite les États s'appuient à leur tour sur les données scientifiques de l'IPBES pour concevoir leur politique publique nationale? Alors oui, c'est sûr que l'IBES joue un rôle dans la conception des politiques nationales. Je le nuancerai quand même dans la mesure où, ce que l'IBES, met sur la table, c'est pas un scoop en matière de données. En fait, si un sujet est mûr pour être traité par l'IBES, bah, c'est qu'il y a quand même des scientifiques qui travaillent dessus depuis des années. Ça veut dire que les États sont conscients qu'il y a un sujet. Donc ça va plutôt amener un cadre de pensée et puis des arguments qui vont ensuite faire autorité. Il y a une attention politique, sociétale, médiatique qui fait qu'on va pouvoir se saisir d'un sujet et donc ça peut donner une incitation à agir au niveau des politiques nationales. Cette question des facteurs de pression qu'on a évoqués, par exemple, ça a beaucoup servi pour, l'élaboration, de la stratégie nationale, biodiversité, en France, mais aussi dans beaucoup d'autres, pays du monde et au-delà des politiques nationales, je trouve que c'est particulièrement intéressant que l'IBES, cherche aussi à s'adresser à d'autres acteurs et notamment les entreprises parce que, aujourd'hui, on sait qu'elles doivent bouger beaucoup pour, pouvoir atteindre les objectifs en matière de protection de la biodiversité et ce qu'on a pu observer et là je parle du cas français en particulier, c'est que, bah, les entreprises se sont vraiment appuyées sur le rapport de l'IBES pour penser leurs impacts et leur dépendance, à la nature. Ça leur fournit une boîte à outils, en quelque sorte, un peu? Oui, d'analyse. Après, ça leur dit pas ce qu'elles doivent faire parce qu'en Ouais. fait, chaque métier est trop spécifique, chaque chaîne de valeur est trop spécifique. Mais en tout cas, ça aide, un département, en charge, des questions environnementales de dire pourquoi il faut s'intéresser à la question, comment elle peut être traitée chez eux et ça peut aussi les amener, dans le cas, des entreprises les plus allantes, à prendre des engagements volontaires en faveur de la biodiversité. Ah, c'est très clair. Alors, on va aborder un sujet qui fâche et un peu maintenant, Agnès, cette dégradation de l'interaction entre la science et la politique. Qu'en est-il pour l'IPBES? Est-ce que les scientifiques de ce panel sur la biodiversité sont sous pression? Est-ce qu'ils sont moins écoutés qu'avant ou pas? Alors, les arguments, scientifiques qui sont déployés dans les rapports IPBES sont effectivement repris de manière moins systématique dans les décisions comme à la Convention sur la diversité biologique. Ils ont tendance à être, banalisés ou relativisés. En fait, on le voit par exemple, dans le cadre des préparatifs, de ce qu'on appelle, le rapport mondial à mi-parcours de la mise en œuvre du cadre mondial de Kunming-Montréal. L'IPBES est cité comme une des sources, sur lesquelles, ce bilan doit s'appuyer, mais c'est une source parmi d'autres. Mmh. Et on sait que derrière, les États vont aussi être, plus vigilants à l'IBES lorsqu'ils, examinent les conclusions du rapport pour pouvoir faire passer certains messages ou d'autres parce que Mmh. sinon ils savent que c'est un argument qui pourrait être, ensuite, repris, à leurs, dépens, on va dire, du côté, de la convention sur la diversité biologique. Un peu comme si, l'autorité scientifique représentait un danger, quoi. Oui, voilà, en fait, ils ne Mmh. veulent pas que ce soit quelque chose qui leur sera opposé après. Donc ils essayent de le minimiser et de dire: «C'est pas parce qu'on a regardé, à l'IBES que l'érosion de la biodiversité se passait comme ci, comme ça, que ça veut dire qu'on veut agir directement en conséquence à la convention sur la diversité biologique» et ça participe au discours global, anti-science Mmh. et il y a un petit risque en plus, lié à cette pression des scientifiques qui est que, en conséquence et ben, eux, ils peuvent avoir une tendance à essayer d'éviter des sujets qui fâchent trop parce que en fait, sinon, ils pourraient, ne plus être entendus du Mmh. tout. Donc aujourd'hui, ça se passe, quand même enfin, l'IBES peut encore faire ses travaux, parfaitement bien, mais la convention sur la diversité biologique n'en profite pas autant qu'elle pourrait, Mmh. on va dire parce que, le sujet est devenu, trop sensible et en fait, souvent, c'est de la remise en cause, sur des questions de mandat. Par exemple, le commerce international, c'est un sujet particulièrement sensible politiquement. Bon, bah, on va dire: «Non, mais l'IBES a pas à se prononcer sur, le commerce international». On les interroge Mmh. sur l'érosion de la biodiversité. Oui, mais ben, en fait, des économistes nous montrent, le lien entre les 2. Donc à un moment, l'IBES doit pouvoir le dire. Tu parles commerce international, ça me fait penser États-Unis. On a bien compris que Donald Trump ne veut pas entendre parler de changement climatique. Est-ce que c'est le même dénigrement, le même rejet agressif, sur les questions de biodiversité? Alors sur cette question de l'IBES en particulier,
À voir, puisque en fait, il y a pas eu de plénière depuis l'élection, de Trump. En tout cas, on a vu par exemple, à l'Assemblée des Nations unies pour l'environnement qui s'est tenue, en novembre, 2025 que, les États-Unis ont rejeté un rapport d'évaluation mondiale sur l'environnement Mmh. qui traite entre autres des questions de biodiversité. Donc voilà, on n'a pas d'attaque à ce jour, Mmh. formelle contre, des travaux internationaux sur la biodiversité. En revanche, comme la biodiversité est souvent traitée en lien avec, climat, pollution et cetera, ça peut en pâtir. Il faut aussi signaler que, l'IPBES, a inspiré une initiative régionale entre les États-Unis, le Canada et le Mexique pour faire une évaluation de l'état de la biodiversité et du changement climatique dans la région. Ce rapport doit sortir, en 2026 et à ce stade, ils font plutôt profil bas. Alors ça a été une commande du Congrès, donc apparemment le président, n'a pas autorité pour agir là-dessus, mais c'est le grand point d'interrogation, pour cette question-là. Alors à propos de cette méfiance ou de cette défiance, on va prendre un exemple concret à la lumière d'une réunion de la Convention sur la diversité, biologique, la CDB, où tu étais, Agnès, à l'automne dernier avec Basile Vanavre justement. Cette tension envers la partie scientifique, Basile Vanavre nous en parle avec ce regard qu'il a du négociateur en chef qu'il a été ces dernières années. Si on regarde la CITES, par exemple, la Convention sur le commerce des espèces en voie de danger, qui est une convention qui fonctionne assez bien, où la base scientifique est extrêmement solide et discutée, bien sûr, mais il n'y a pas de remise en cause. Quand on vient à la CBD, on voit un travail différent qui est beaucoup plus politique et beaucoup moins technique. Et c'est clair qu'il y a un biais ou une tendance à vouloir augmenter le temps de dialogue politique et diminuer le temps de dialogue scientifique. C'est clair qu'à la réunion où on était récemment avec Agnès là, du comité scientifique et technique, il y a un constat qu'on s'éloigne de cette base scientifique et technique et qu'il faut y revenir. Il va falloir retravailler les agendas des différentes réunions pour s'assurer que les débats soient focusés sur la science là et sur la négociation là-bas. Si on essaye de faire de la négociation multilatérale et de la politique avec une assemblée scientifique, ça ne marchera pas. Et si cette assemblée scientifique n'a pas le temps et l'espace pour faire son travail scientifique, ça ne marchera pas non plus. Je pense que l'IBES a un rôle essentiel et elle va produire un nouvel assessment, en amont des négociations de 2030 et ça, c'est quelque chose qu'il faut protéger à tout prix. Est-ce qu'on pourrait trouver un moyen d'avoir des interactions plus rapides et des échanges plus rapides et un soutien plus direct aux négociateurs? Je le souhaite, aux gens qui me succéderont en 2030. Une dernière question peut-être Agnès sur les grands rendez-vous de l'IPBES dans cette année 2026 et dans les années à venir. Il y a d'abord, cette réunion, de février à Manchester. Oui, voilà, ce serait une session plénière où, sera adopté, le rapport sur, les liens entre biodiversité et entreprise. Donc ça va donner un cadre méthodologique, intéressant pour que les entreprises, s'en Mmh. saisissent. C'est particulièrement pertinent dans ce temps où, la décision politique sur la biodiversité est un peu bloquée, donc les entreprises, peuvent avoir plus d'agilité et ça peut les motiver là-dessus. L'autre, travail plus au long cours, c'est, le second rapport mondial sur l'état de la biodiversité qu'a évoqué Basile aussi. Donc, ça a été lancé, en fin d'année 2025 et ça va courir jusque fin 2028. C'est un 10 calendrier ans entre intéressant. les 2 rapports? Oui, oui, mais c'est le temps que enfin, il y aurait pas beaucoup d'informations scientifiques, plus à jour, je pense, à avoir, si c'était plus rapproché et puis ça correspond aussi, au cadre, de la décision politique à la Convention sur la diversité biologique. Puisque ce rapport, s'il sort bien fin 2028, il arrivera 2 ans avant l'échéance, du cadre mondial, et de ses cibles 2030. Donc ça arrivera au bon moment pour, travailler, comme Basile l'a évoqué, de concert avec, les conclusions du rapport, les experts de l'IPBES, sur la suite. 10 ans, c'est aussi un peu le temps de la nature. Et là, Agnès, donc tu décris un processus, publication d'un rapport fondé sur des données, d'experts de l'IPBES, puis réunion politique avec la COP biodiversité, pour prendre des décisions à la lumière de ces éléments scientifiques. On aura compris que cet enchaînement absolument logique n'est pas toujours acquis. Et d'ailleurs, même le GIEC, au chapitre du climat, est aussi confronté à ces résistances, voire défiances politiques. Les experts ont, toutes les peines du monde ces derniers mois à faire valider par les États
leur calendrier de publication du prochain très gros rapport du GIEC en 2028, le 7e rapport d'évaluation, donc qui représente l'état le plus complet de la science climatique. Or, il y a des États sans doute pas très à l'aise avec la réalité scientifique qui poussent pour que ce rapport du GIEC ne soit publié qu'après le rendez-vous politique crucial qui aura lieu plus tard en 2028, donc ce qui en affaiblirait considérablement la portée. En tout cas, lorsqu'on entendra parler de ces différentes échéances de l'IPBES autour des sujets de biodiversité, grâce à toi Agnès, on comprendra de quoi il retourne. Merci beaucoup, à bientôt. Merci. C'est la fin de cet épisode consacré au rôle de la science dans la décision politique avec Agnès Alousri de l'IDRI et Basile Van Havre en invité spécial. Vous pouvez retrouver tous les podcasts de l'IDRI sur toutes les plateformes d'écoute. À très bientôt, on garde le cap sur la transition.